Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau de Mobility TV pour parler aujourd'hui d'un sujet complètement dans l'actualité, en tout cas régulièrement depuis plusieurs mois, le contrôle technique. Il y a eu différentes versions depuis un an. Une est entrée en vigueur le 1er juillet 2019 avec un aspect environnemental ajouté à ce contrôle technique. Pour en parler, 4 invités autour de cette table. Cathy Bitt, bonjour. Vous êtes en charge du contrôle technique au ministère de l'écologie, on peut le dire comme ça, hein, bonjour. Clairement, bonjour. Fabien Leguet. Vous êtes président d'Autobilan Système, réseau indépendant. Alors, société prestataire dédiée pour les centres indépendants, mais pour les centres indépendants, voilà. Pas réseau. Oui, non, voilà, exactement. C'est justement la différence avec des indépendants. Bernard Desbouvry, directeur général d'Autosur, bonjour. Enchanté, bonjour. Un habitué des plateaux et des sujets que l'on traite ici. Et Laurent Palmier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Securitest, également centre de contrôle technique. On va évoquer toutes ces évolutions avec vous. Pour commencer, Cathy Bitt, 1er juillet, qu'est-ce que ça change ? 1er juillet, ça ne change pas grand-chose en pratique. D'abord, pour les véhicules essence, ça ne change strictement rien. Et puis, pour les véhicules diesel, le 1er juillet, c'est la prise en compte des valeurs prévues par les constructeurs à l'homologation des véhicules lors du contrôle de l'opacité de leurs véhicules. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre dans la presse, ça fait beaucoup de bruit, mais en réalité... cette valeur, d'abord, c'est une valeur qui est prévue au départ par le constructeur, mais qui est prévue pour toute la vie du véhicule et pas seulement au moment où le véhicule est commercialisé. Et c'est important à savoir. Ensuite, il faut savoir qu'un véhicule qui est bien entretenu, correctement, régulièrement entretenu, ne posera pas de problème au contrôle technique pour cette valeur. Donc finalement, ça ne change pas énormément les choses, quoique on puisse lire de ci et de là. Et on a beaucoup parlé en fait surtout du report de 6 mois de cette entrée en vigueur. On a parlé de réaction au mouvement des Gilets jaunes pour pas ajouter un élément supplémentaire autour de la voiture. Il fallait plus parler de voiture pendant quelques temps. Ça vous a semblé logique en termes de... Là, on est vraiment sur de la politique, mais ça vous a semblé logique de mettre en place ce report ? Alors, ce report a été choisi par le Premier ministre, décidé par le Premier ministre, donc il ne m'appartient pas d'y revenir, ni même de le commenter. En réalité, je pense que les Gilets jaunes, quand ils revendiquaient en fin d'année 2018, parlaient surtout du contrôle technique qui avait été modifié le 20 mai 2018. C'est ça, c'est ce report-là qui demandait. Or, ce report-là n'était pas possible puisque les modifications du 20 mai 2018 provenaient de la transposition d'une directive et nous avions comme date limite le 20 mai 2018 et il ne s'agissait pas 6 mois plus tard de reporter ce qui était entré en vigueur obligatoirement. Donc voilà, ceci dit, il est vrai que nous avions prévu de modifier à la marge le contrôle technique des véhicules diesel au 1er janvier et le gouvernement a fait un choix raisonnable de reporter au 1er juillet. Fabien Leguet, par exemple, vous, ça n'a pas changé grand-chose, ce report de 6 mois. Vous étiez prêt en décembre dernier ou malgré tout, ça décale forcément un peu les choses ? La préparation justement de cette transposition, ça a été un travail assez important. Ah oui, de toute façon, voilà. De toute façon, qui ne pouvait pas s'entreprendre 15 jours ou un mois avant. Ça a été au moins une bonne année de préparation sur des domaines tous différents pour pouvoir fournir au centre de contrôle technique un ensemble de solutions qui soient cohérentes en préparation de la transition de cette norme. Même le dernier changement qui a été demandé par le gouvernement a entraîné aussi un travail assez important aussi à réaliser aussi sur le moment. Voilà. Mais à chaque fois, on a été prévenu en temps pour pouvoir donner à nos clients les outils qui étaient conformes et demandés. Laurent Palmier, de votre côté, même chose, vous étiez prêt dès le mois de janvier. Oui, c'est ça. Côté réseau, et je pense que côté opérateur de contrôle, on pouvait être prêt. Mais il fallait que le déploiement matériel et le fonctionnel des appareils qui avaient été déployés dans les centres le soit, en totalité. Et donc finalement, le délai en question dont on parle était plutôt une bonne idée pour la mise en œuvre, on va dire, sereine de l'application de au-delà de l'aspect politique, c'était plutôt cohérent de votre point de vue. Et Bernard Desbouvry, de votre point de vue également, et puis surtout, est-ce que c'était avec les changements du 20 mai dernier, de se dire on prend un peu de temps pour la suite, c'était pas plus mal non plus ?
Je dirais effectivement c'était pas plus mal, ça a été plutôt globalement bien géré. Moi, ce que je pense qui est important dans ces grands changements, parce que ce sont 2 grands changements quand même, surtout le précédent de l'année 2018, c'est de bien accompagner, de préparer, comme vous l'avez dit, effectivement, mais nous aussi, notre rôle de réseau, c'est d'accompagner nos affiliés, parce qu'il y a toute la préparation, mais il y a le moment du changement et la suite, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi des questions qui se posent ensuite, et donc nous, en tout cas, on les a beaucoup accompagnés, et c'est là que nos affiliés ont apprécié, parce que pour eux, ça faisait quand même beaucoup de changements d'un seul coup. Est-ce qu'il y a eu un peu, comme on a l'impression de le constater à chaque fois, ce petit rush des quelques semaines avant le changement, ou est-ce qu'au final, l'activité augmente un peu, mais c'est pas non plus incroyable? Vous l'avez constaté chacun On a essayé de faire en sorte que ce ne soit pas le cas pour dédramatiser le sujet parce qu'il n'est pas dramatisé vraiment. C'est-à-dire une modification de norme parce qu'on utilisait une norme qui datait de 96 et modifier une norme en 2019, ça ne semble pas être une révolution au sens technologique des véhicules. Il y a eu un petit peu plus d'activité là, finalement, mais les gens, et c'était bien de le rappeler, ont tout mélangé. Même les gens qui avaient des véhicules essence sont quelquefois rués histoire de s'assurer, de vérifier, d'être sûr est-ce que je suis concerné ou pas. Parce que les médias, on va dire traditionnels, classiques, ont plutôt envie de rester dans un champ sensationnel d'information. C'est vrai que si on reste au titre. Et donc on se trompe. Et Cathy, justement, sur cet aspect d'évolution environnementale, c'était la suite logique des évolutions, des changements plutôt conséquents du 20 mai 2018. Bien sûr, c'est une suite logique. Nous avions de toute façon décidé de prendre un peu de temps puisque nous aurions dû faire ce changement au 20 mai 2018 comme les autres changements. Bon, nous nous étions donné le 1er juillet. Finalement, nous avons prolongé jusqu'au 1er janvier. Mais c'était important parce qu'aujourd'hui, comme vient de le dire Laurent Palmier, nous utilisions dans les centres des opacimètres, des matériels pour mesurer l'opacité des fumées des véhicules diesel qui étaient très anciens, qui répondaient à une norme très ancienne. Et finalement, quand on regarde les résultats du contrôle technique, le bilan annuel, on constate que pour des raisons liées à la pollution des véhicules, les véhicules essence étaient bien plus souvent mis en contre-visite que les véhicules diesel. Ce qui peut quand même paraître une aberration quand on y réfléchit calmement et sereinement. Et donc finalement, on a regardé, alors on est au tout début de cette modification, mais on a regardé ce que cela allait donner pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et finalement, on s'aperçoit qu'on aura un niveau équivalent vraisemblablement de véhicules mis en contre-visite, de véhicules diesel ou essence mis en contre-visite pour des raisons pollution. Ce qui paraît tout à fait logique et qui n'est en soi pas normal ou dramatique. Donc là, ça concerne les diesels. On a une idée du nombre de véhicules que ça représente pour le 1er juillet. Tous les véhicules diesel, de toute façon, avaient déjà précédemment un contrôle technique pollution. Simplement, la différence, c'est qu'on n'utilisera plus des matériels conformes à une très vieille norme, mais des matériels conformes à une norme récente. Et on utilisera également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la valeur constructeur. Il n'y a pas de nouveau contrôle, il n'y a pas de contrôle supplémentaire mis en place pour les véhicules diesel. Le contrôle précédemment réalisé est maintenant réalisé avec d'autres matériels et avec des limites différentes. Et cette mise aux normes, justement, comment on l'accompagne, comment elle se met en place? Donc en fait, la norme dont parlait Laurent tout à l'heure, qui est la NFR 10025 en 1996, c'est vrai que ça donne une date quand même qui est assez ancienne pour pouvoir vérifier sur des véhicules diesel, sachant que le parc du contrôle technique à 70% concerne des véhicules diesel. Donc en fait, sur cette norme qui maintenant a été modifiée, la typologie, la façon d'aller prendre la mesure sur le véhicule, il fallait la moderniser. C'était devenu une nécessité pour nous, pour pouvoir donner un travail qui soit cohérent avec l'évolution de la technologie. Mais ça n'entraînera pas de problème majeur. Un véhicule parfaitement entretenu répond déjà à des dispositions qui lui permettent de tenir compte de son usure. Donc je ne m'attends pas... pour moi, avoir une évolution drastique du nombre de contre-visites sur les véhicules diesel. L'harmonisation se fait autant côté réparateur que centre de contrôle technique et je pense que le problème ne sera pas une augmentation du taux, loin de là. Et quelles sont les questions? Là, on parlait d'une petite hausse d'activité, justement. Là, on a besoin de se rassurer, on se demande est-ce que mon véhicule... quelles sont les questions récurrentes pour... justement se rassurer avec ce 1er juillet qui arrive?
Bien, effectivement, nous, ce qu'on dit, si vraiment le client est très inquiet, il peut éventuellement faire un contrôle volontaire qui n'a pas de conséquences directes. Si vraiment il a vraiment très très peur. Mais enfin, sinon, on lui dit d'abord que s'il a bien entretenu, il n'y a pas de raison. Et si par mégarde, il a une contre-visite, eh bien, qu'il aille voir son professionnel de l'automobile. Et celui-ci, normalement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, parce qu'on travaille au sein du CNPA. Alors nous, dans le contrôle technique, comme vous le savez, on ne fait pas de maintenance ni de réparation automobile. On est des tiers de confiance, mais nos collègues de la réparation ont été formés pour pouvoir faire justement le diagnostic en fonction des résultats qu'on donne, et donc savoir quelle est la méthode de réparation adaptée, sachant qu'il y a plusieurs méthodes en fonction de la problématique. Et évidemment, ce qui est recommandé, c'est de commencer par des méthodes les moins onéreuses pour le client, et puis s'il le faut, aller plus loin évidemment. Chez Securitest, même chose, on a besoin de faire un petit peu de pédagogie tout simplement. La pédagogie, elle est liée... en fait, rassurer les plus inquiets, c'est pas très compliqué, parce que les plus inquiets sont toujours ceux qui ont les plus beaux véhicules, généralement. Ouais. Et qui se précautionnent d'eux-mêmes de l'entretien de leur véhicule. Donc, est-ce qu'on a affaire à un véhicule Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 6B ? Évidemment, les seuils sont pas les mêmes, les prises de mesure n'ont pas les mêmes impacts. Donc, la difficulté de l'opérateur de contrôle, c'est de limiter sa pédagogie à de l'explicatif de base, puisque on ne peut pas faire de diagnostic. Et c'est quelquefois l'amalgame que les gens font. Ouais. On prend de la mesure, et avec cette mesure, on définit le fait que le véhicule soit apte ou pas. Et c'est totalement différent. Et Cathy Bitt, qu'est-ce que ça dit de l'évolution du parc automobile ? C'est évidemment l'idée qu'il soit de plus en plus vertueux. Est-ce que ça devenait urgent de mettre en place justement cette mise aux normes que vous avez très bien expliquée pour ces véhicules-là ? Ça devenait urgent parce que longtemps le contrôle technique, ça a été la sécurité routière, ce qui est normal. Mais le contrôle technique, c'est aussi l'environnement et les rejets des véhicules. Et encore une fois, il n'était pas normal, à mes yeux, de traiter différemment les véhicules essence et les véhicules diesel, et de faire croire que les véhicules diesel polluaient beaucoup moins que les véhicules essence, au motif qu'on utilisait un appareil qui finalement ne pouvait pas voir grand-chose. Donc c'était le changement vraiment à mettre en place de manière logique. Absolument. Ouais. Après tout, notre métier, je veux dire, il doit contribuer aussi à essayer de régler le problème de la pollution de l'air. On en parle beaucoup, surtout en ces jours. Et donc, le contrôle technique, en tant que métier, c'est une de ses vocations, c'est d'aider justement nos citoyens à avoir un air plus respirable, partout. Donc, on fait le diagnostic, le test, les mesures. Alors, est-ce que c'est un diagnostic ou non ? On fait, voilà. Un état, c'est pas un diagnostic, c'est un état du véhicule, etc. Vous êtes arrêté alors, effectivement, le diagnostic, c'est pas le diagnostic de réparation, c'est le diagnostic, c'est l'état, si vous voulez, du véhicule. C'est pas le diagnostic de réparation, puisque je l'ai bien dit, c'est une autre branche de l'automobile qui doit se charger de ça. Mais disons, grâce à nos contrôles qui se font en toute impartialité, eh bien, je veux dire, on peut justement aider nos concitoyens à mieux entretenir leur véhicule et moins polluer. C'est totalement l'objectif. Fabien Leguet, par rapport à... Allez-y, si vous voulez. Oui, je voulais ajouter autre chose, excusez-moi. Bien sûr. Je ne l'ai pas dit, mais cet opacimètre conforme à la nouvelle norme, il devrait nous permettre également de détecter les véhicules dont le filtre à particules a été retiré volontairement. Et ça, je rappelle que c'est une fraude. Retirer son filtre à particules, ça n'est pas prévu par le constructeur du véhicule. Et donc, on espère vraiment... Alors, les prochaines semaines, les prochains mois nous montreront si on a obtenu ce qu'on souhaitait. Mais on espère vraiment pouvoir contrecarrer cette fraude grâce à ce nouvel apocimètre. Fabien Leguet, l'idée c'était de voir aussi un petit peu par rapport à il y a un an tous ces changements du 20 mai voilà exactement qu'est-ce qui a changé, c'est quoi le contrôle technique un an plus tard? On n'a pas réinventé la poudre dans le principe puisqu'une voiture est restée quand même la même chose. Il y a toujours 4 roues, tout ça, toujours sur la même base. C'est la révolution, elle a consisté sur une grosse partie sur une évolution de notre mode de travail au niveau de ce que nous relevons sur les véhicules. La méthodologie et tout l'organigramme qui suit a été revu de fond en comble. Maintenant,
Je dirais qu'honnêtement, pour avoir été un ancien contrôleur, je dirais qu'il y a beaucoup de satisfaction à lire ce nouveau texte parce qu'elle permet à des personnes pour qui la sécurité a beaucoup d'importance de faire mieux son travail. Ouais. Parce que j'ai connu l'ancienne réglementation et c'est vrai que pour un contrôleur, cette perspective lui permet finalement d'avoir une explication au niveau du texte qui, pour moi, s'est beaucoup améliorée. Le fait de prendre plus de temps, d'avoir plus de points... Et le but de la directive, de toute façon, elle était aussi sur l'environnement, comme le disait... Monsieur Desbouvry, mais elle est aussi pour essayer de diminuer le nombre de morts sur la route. Cathy. Alors, je souriais quand vous disiez prendre plus de temps, avoir plus de points. Non, il n'y a quasiment pas plus de points. Ce qu'il y a en plus, c'est beaucoup plus de défaillances, puisque nous avons maintenant 3 niveaux de défaillance. Nous n'avons pas plus de points. Avant, contrôler une voiture, maintenant, on contrôle une voiture. Et quant au temps... Mais oui, c'est important de le dire. Mais ça dure un petit peu plus longtemps quand même, ou pas du tout? En ce qui concerne le temps, en réalité, on s'aperçoit que le contrôle technique, en moyenne, depuis 1 an, a augmenté à peine d'1 minute. Pas majeur. Non, c'est pas majeur du tout. C'est le seul constat aussi que vous faites depuis 1 an. On se met à jour, mais c'est pas une révolution. Mais il y avait un point hyper important qui avait fait couler beaucoup d'encre lorsque ça a été mis en œuvre, c'était justement l'arrivée de cette nouvelle défaillance, qui est une défaillance critique, où on a entendu tout et n'importe quoi, de l'immobilisation du véhicule, là aussi, pour faire peur finalement à l'automobiliste. Et la défaillance critique, elle ne touche que des points gravissimes. Et la question qui se pose, c'est comment on a attendu aussi longtemps pour faire en sorte que les gens interviennent très très rapidement sur ces défaillances, et alors qu'auparavant on leur laissait 2 mois. Donc il y a une ineptie qui a été finalement levée par rapport à ça. Donc après, les contrôleurs se sont habitués. Non, mais il n'y a pas d'immobilisation. Il n'y a aucune immobilisation. C'est ça. Et puis les défaillances critiques sont dans un nombre très restreint. Oui, c'est limité. Finalement. Mais c'est important. Parce que s'il y a 1,5% des gens qui utilisent leur voiture qui ont 3 feux stop qui ne fonctionnent pas, bon, c'est très dangereux, que ce soit à Paris ou ailleurs. Bien sûr. La difficulté, c'était plutôt d'appréhender le nouveau phrasier, les nouveaux codes qu'ils connaissaient par cœur. Parce qu'effectivement, quand on connaît les codes, on gagnait du temps, un petit peu. Donc ils se sont habitués. Et le changement avait été largement anticipé par une formation lourde en amont, pour tous les contrôleurs. C'était ça aussi qu'il a fallu évaluer, surveiller, entre guillemets, au cours de cette année qui s'est écoulée, que tout le monde se mette aux nouvelles normes, aux nouvelles manières de faire. Oui, on a surveillé, mais les réseaux nous ont beaucoup aidés également en préparant les contrôleurs et surtout, on a déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau, mais en répondant à toutes les questions. Parce que les contrôleurs, dans les premiers temps, après le 20 mai 2018, ont eu un nombre infini de questions finalement. Et tout le monde a joué le jeu, et on peut dire 1 an après que tout s'est vraiment très bien passé, et que le taux de contre-visite n'a pas explosé comme cela avait été dit, a un tout petit peu augmenté, et que maintenant, effectivement, comme le disait Laurent Palmier, on peut détecter les véhicules qui présentent des défaillances critiques, et le propriétaire sait qu'il doit rapidement faire les corrections nécessaires. Oui, bien sûr. Alors, sans parler, donc, on l'a bien compris, d'immobilisation, quelles ont été les choses peut-être nouvelles ou constatées au moment des contrôles? Est-ce qu'il y a eu aussi des points qui sont peut-être revenus plus que d'autres ou dans cette nouvelle mise en place? À ma connaissance, il n'y a pas eu de grandes nouveautés particulières. Juste adapté de manière... Ça s'est adapté. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, en termes de temps du contrôle technique, il y a une sorte de courbe d'expérience, c'est-à-dire qu'au début, juste après le passage à la nouvelle réglementation, là, effectivement, ils ont peut-être mis 4, 5, 6 minutes de plus en moyenne, donc parce qu'il fallait s'adapter, on les a beaucoup aidés. Et puis, avec l'habitude, maintenant, on est à un contrôle technique à peine plus long, quoi. Donc, effectivement, ça prouve bien que tout s'est bien passé. Les contre-visites sont plus longues. Les contre-visites, ouais. L'impact temps lié aux contre-visites, même si elles ne sont pas plus nombreuses en nombre, c'est un temps... Ça, c'est un des retours constatés, sur... Ce que dit Laurent Palmier est vrai, mais c'est parce qu'auparavant... Alors déjà, la notion de contre-visite, c'est une notion franco-française, qui n'est pas prévue dans la directive. Ouais. Et auparavant, quand un véhicule était mis en contre-visite, on ne regardait que très peu de choses lors de la contre-visite. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous changez les pneumatiques d'un véhicule, on peut raisonnablement penser que cela peut avoir un impact sur le freinage du véhicule. Et auparavant, quand on mettait un véhicule en contre-visite pour les pneumatiques et qu'ils étaient du coup changés, quand le véhicule revenait, on ne revérifiait pas son freinage du tout. On regardait juste que les pneumatiques qui étaient présents ce jour-là étaient bien des pneumatiques correctes. Donc c'est un exemple
clair sur ce qui a été modifié. Et donc, bien évidemment, une contre-visite pour pneumatique entraîne une contre-visite plus longue, puisque maintenant, il faut faire des essais de freinage également. Et du côté de Autobilan Système, vous avez eu des retours aussi, peut-être inattendus, ou des choses qui évoluent, Pour rejoindre ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est tout à fait le cas. En fait, dans la profession, la notion de contre-visite qui est franco-française a toujours été cadrée sur des choses qui étaient sur des familles de points. Ouais. Donc, on va dire mécaniquement plus facile dans la vie du contrôleur pour essayer de se donner un repère. Maintenant, il y a eu une liste qui a été définie qui est beaucoup plus précise par points soumis à contre-visite, qui engendrait forcément au départ un temps d'adaptation pour chacun des contrôleurs pour se mémoriser exactement tous ces points. Et après, bien entendu, dans le travail qui a été réalisé en amont, il y a eu un gros travail aussi sur les outils informatiques pour justement essayer d'accompagner au mieux les contrôleurs dans cette tâche. Ouais. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot sur cette nouvelle norme, ou est-ce qu'on a été suffisamment clair, pas de mauvaise interprétation quand on arrivera à son centre technique, besoin d'être rassuré? A priori, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter et aller sereinement au contrôle technique quand on entretient correctement son véhicule. Eh bien parfait, c'est pas mal comme mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau. Merci. Et à très bientôt sur Mobility TV.